Valeurs et rites en entreprise, utopie ou nécessité, les deux, capitaine, les deux. Mais avant d'aller vers le chemin de la réponse, je voudrais qu'on se pose ensemble la question du pourquoi cette question. Comment se fait-il que nous en soyons là? Comment se fait-il que nous soyons à ce point de l'évolution de Sapiens, qui est de se poser une question qu'aucun groupe humain avant nous, aucun de nos prédécesseurs sur la Terre ne s'est posé. Bien évidemment que lorsqu'un groupe humain veut créer un collectif, il a besoin de valeurs et il a besoin de rites. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Qu'est-ce qui cloche? Bien, ce qui cloche, c'est trois choses. La première, c'est que nous traversons un sale temps pour la cohésion. Cohésion ethnique, nationale, entreprise, tribale, des marchés. Toutes les cohésions aujourd'hui sont, allez, je vais le dire gentiment, révoquées en doute, voire sacrément secouées. Le deuxième élément, c'est que deux concepts qui font que nous nous avançons toujours ensemble vers plus de rassemblement, l'unité et l'unicité, traversent des tempêtes. L'unité, c'est lorsqu'on se rassemble au détriment de nos connaissances, vos lapsus, de nos différences. Ce sont les fameuses unions sacrées. C'est le fameux goût de la mer que propose Saint-Exupéry pour unir les hommes et les femmes pour avancer ensemble. L'unicité, c'est une exigence supplémentaire dans les sociétés démocratiques qui sont les nôtres. C'est lorsque l'on veut s'unir avec les différences de chacun, avec les singularités de tous. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est dans l'interculturel qu'on essaie de faire ces recettes-là. Troisième élément, enfin, c'est que la culture des groupes qui travaillent ensemble, les entreprises au premier chef, mais les services publics, les associations aussi, la culture est en danger. Oh, je ne vous parle pas de la culture au sens d'Hannah Arendt dans la crise de la culture, de Freud avec la crise de la culture. Je ne vous parle pas de la définition magnifique de la culture de mon cher André Malraux, qui dit que c'est l'ensemble des créations et des transmissions de l'esprit qui amènent les hommes à toujours croire en quelque chose d'irrationnel, d'irréel et de surnaturel. Je vous parle de la culture d'un collectif qui œuvre ensemble, qui travaille ensemble, qui va produire quelque chose ensemble. Or, qu'est-ce qui fait culture dans une entreprise? Qu'est-ce qui fait culture dans un collectif? Ce sont trois choses. Un mythe, des rites, on va en parler, et une doxa. Alors, un mythe, c'est quoi? Un mythe, tout simplement, c'est un récit fondateur. Vous n'avez pas d'entreprise sans culture, vous n'avez pas de culture sans un récit fondateur. La création, la fondation, le grand-père, un choc, une rupture, une reprise, l'écriture d'une feuille blanche. Un moment nodal qui fait nœud et qui fait énergie pour tous. Ça, c'est le mythe. Puis vous avez les rites, on va y revenir tout à l'heure. C'est la mise en musique du mythe. Et la doxa. Alors la doxa, c'est quoi? C'est ce que le groupe va dire de lui-même. Ce que l'entreprise va dire d'elle-même à l'extérieur et à l'intérieur, à ses pairs, à ses collaborateurs, à ses salariés, à ceux qui œuvrent avec elle et pour elle. Donc, c'est ça qui fait culture. Or, aujourd'hui, ces trois éléments ont besoin d'un carburant plus que jamais, c'est celui des valeurs, mais pas n'importe quelle valeur. Pour que le mythe, les rites, la doxa fonctionnent et s'auto-nourrissent, il faut un carburant qui est les valeurs centrales de cohésion. Cet élément, je vais l'aborder un peu plus tard, mais il faut avoir ça à l'esprit. Or, aujourd'hui, cette culture-là subit des chocs impressionnants. Elle a deux ennemis et un amplificateur de ces ennemis. Les deux ennemis de la culture d'entreprise aujourd'hui, c'est d'abord un vieil ennemi que les Grecs de l'Antiquité nous avaient déjà averti, nommé, c'est l'oubris. L'oubris, c'est la démesure. C'est l'idée selon laquelle la toute-puissance, la démesure de l'homme, fait que plus besoin de cadre. Le cadre culturel, pas la peine. On ne sait même pas de quoi on parle. Plus besoin de limites, de frontières. Tout va vers l'expansion, le développement et l'infini. Sauf que pour penser l'infini, il faut être soi-même infini. Alors on est mal barré. Comment une organisation finie peut-elle se promouvoir dans l'infini? Donc, premier élément, l'oubris, la démesure totale. Et le deuxième élément, c'est l'entropie, le dysfonctionnement total d'une organisation qui n'a plus de cohésion.
Autrement dit, toute l'entreprise doit atteindre un objectif et mettre toute son énergie dans un sens, et elle la met dans plusieurs sens, et donc ça n'a plus de sens. Ça part dans tous les sens. Ces deux ennemis qui ont toujours existé, depuis que les humains font des collectifs, ces deux ennemis aujourd'hui ont une loupe posée sur eux, un effet miroir considérable, un effet d'amplification, et c'est le consumérisme au sens du matérialisme le plus vulgaire et cynique qui soit. Et lui, ce matérialisme le plus vulgaire et cynique, c'est-à-dire si je veux le développer, la dérive absolue de la raison d'avoir au détriment de la raison d'être, celui-ci, il est en nous, toujours, il sera toujours en nous, et c'est le côté obscur de la force humaine. Et face au côté obscur de la force humaine, il faut pouvoir afficher, proposer le côté lumineux de la force humaine. Et le côté lumineux de la force humaine, dans un collectif, il tient sur 3 axes fondamentaux. On peut en rajouter, mais ces 3-là, on ne peut pas faire sans. Le premier, ce sont les valeurs centrales de cohésion. Le deuxième, ce sont les rites. Je vais donc enfin en parler. Et le troisième, c'est la transmission. Le premier, les valeurs centrales de cohésion, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de valeurs un peu plus subtile que les valeurs en général. Une valeur, si je devais la définir, c'est un principe de vie qui guide une action. Ouf, on en a tous. Gengis Khan, Attila, Adolphe en avait aussi donc. Tout le monde a des principes de vie qui guident ses actions. Vladimir est en train de nous montrer ce qu'il fait avec les siens. Principe de vie qui guide une action. Ça veut dire quelque chose qui commande à mes actions, qui est peut-être dû de mon éducation, ma spiritualité, mes parents, ou simplement cette force qui va en moi et qui me pousse, qui me guide. C'est impératif. Et qui se traduit en incarnation. Une valeur, ça amène à une action. Ça doit être incarné. Sinon, c'est de l'incantation. Donc, première catégorie, est-ce que les valeurs sont nécessaires dans la culture d'entreprise, dans l'entreprise? Oui, c'est le premier étage de la fusée, de la culture de l'entreprise. Donc oui, il faut des valeurs centrales de cohésion. Pourquoi? Parce que ces valeurs, principe de vie qui guide une action, un collectif a besoin de se dire entre lui, mais lesquelles sont négociables et lesquelles sont non négociables. Et quand il s'entend sur des valeurs non négociables, il a trouvé ces valeurs centrales. Celle qui fait qu'au cœur de la tempête, comme on a vu les magnifiques phares tout à l'heure pendant la tempête au début de la plénière, ne bouge pas. Celle que certains appellent la zone, le confort. Moi, je les appelle ce qui est archaïque, inarché, ce qui était très fond de l'iceberg de notre culture et qui ne bronche pas pendant la tempête, qui nous permettent de savoir d'où on vient, où on va, quels repères et quelles ressources. Lacan disait, sans père ni repère, pas de place parmi mes pairs. Une valeur, elle te donne un père, des pairs, elle te donne des repères et ta place parmi les tiens. Donc, oui, les valeurs sont nécessaires parce qu'elles remplissent un travail considérable, c'est qui est de dire pour un collectif quelles sont nos préférences collectives et qu'on ne négociera pas. Le deuxième élément, ce sont les rites, puisque les rites incarnent les valeurs, les mettent en pratique. Qu'est-ce que sont des rites? Ce sont des pratiques régulières. Ce sont des pratiques régulières, mais il y en a plein de rites. Il y a les rites de convivialité, les rites de cohésion, les rites d'initiation, les rites de passage, les rites d'adieu. Alors, comment on va regrouper ça dans une entreprise qui produit des services et qui construit des produits? Eh bien, on va séparer ça en 2 catégories. Mes valeurs ont besoin de se vivre dans des rites, c'est-à-dire des pratiques régulières en présence, où quand j'y suis, je suis présent, je suis actif, je participe à la croyance du groupe. Eh bien, il y a 2 catégories. La première catégorie, ce sont les rites horizontaux. Les rites de cohésion, de célébration, les rites qui créent du lien entre nous. Tiens, un tel a eu le meilleur score, on a atteint l'objectif, on a survécu, on a gagné le marché. Et donc ça, ce sont des rites où on va se célébrer, on va se raconter, on va se réunir pour raconter un récit, le fameux récit qui continue depuis le récit fondateur du mythe jusqu'à aujourd'hui, car le mythe vit avec nous. S'il est célébré dans les rites, il est vivant. S'il n'est pas célébré, il est mort. Donc les rites horizontaux, ils créent du lien, ils relient les membres du groupe entre eux, jusqu'à créer de la cohésion. Mais on a une deuxième catégorie de rites, qui, croit-on souvent, n'appartient qu'aux religieux, mais non.
elle appartient au spirituel en général, mais qui a sa place dans tous les collectifs. Ce sont les rites verticaux. Et les rites verticaux, c'est quoi? Ce sont les rites d'initiation et les rites de passage. Les rites d'initiation dans l'entreprise, c'est de dire, tu viens d'intégrer un groupe, tu as dans ce groupe 2 catégories de choses qui vont t'accompagner en permanence. Des règles et des valeurs. Des contrats et un pacte. Le contrat, c'est le légal. Le pacte, c'est le légitime. Et à travers tous les cheminements que tu vas faire dans l'entreprise, tu vas devoir apprendre à rajouter des choses sur les contrats, sur le légal, mais tu vas devoir apprendre à faire des pas supplémentaires dans le pacte, dans ce qui nous renforce, dans ce qui nous relie. Et ça va se traduire en rite de passage, un pas sage, où chaque fois que tu vas passer un rite dans le collectif, une médaille, une récompense, une prime, c'est pour que tu deviennes plus sage, pas pour toi, Narcisse, pour ceux qui arriveront derrière toi. Autrement dit, nous sommes là, dans une logique où nous sommes reliés non pas entre nous, mais à quelque chose d'invisible, quelque chose qui nous dépasse. La culture de l'entreprise, le culte du fondateur, Xavier Bellon est parmi nous, la nation, même si je vous promets du sang, des larmes et de la sueur, quelque chose qui n'est pas visible, mais qui nous habite et qui fait que nous sommes reliés entre nous parce que nous sommes reliés à cette chose irréelle qui nous dépasse. Moi, j'appelle ça bêtement une cause. Donc, ces rites, oui, ils sont nécessaires. Utopie ou nécessité? Nécessité. Enfin, 3e élément, la transmission. Alors, la transmission, ça passe par le métier. Je serai très rapide. Ça passe par les 4 S du métier. Si je veux transmettre des valeurs et des rites, je dois le faire par le savoir-faire, premier S. Le faire savoir, 2e S. Le savoir-être, la posture, l'exemplarité dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, 4e S, le plus important, le savoir-faire faire. Quiconque entre dans ce cercle, dans cette entreprise, sait qu'on lui apprendra quelque chose, qu'on lui transmettra une culture. Alors, est-ce que c'est nécessaire ou utopique? Et je finirai par là. C'est nécessaire, bien sûr. Mais c'est aussi utopique, car utopie n'est pas simplement un vieux rêve inatteignable. Utopie vient du mot grec utopos, le sans-lieu. Alors, il y a encore quelques années, ce qui n'avait pas de lieu n'existait pas. Nous, en anthropologie, on disait toujours, le lieu fait le lien. Donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de lien. Ah, sauf que depuis 20 ans, ça a changé. Ce qui est sans lieu existe, c'est le virtuel, c'est le média, et il devient même plus prégnant que le réel. Autrement dit, est-ce que les valeurs et les rites sont utopiques dans l'entreprise? Oui, parce que quel que soit le lieu, qu'il soit réel ou virtuel, on en a besoin. Je conclurai en vous souhaitant à toutes et tous, dans les rites et les valeurs, une bonne diathéké. C'était le mot que les Grecs anciens avaient créé pour dire que les hommes, quelles que soient les générations et les lieux, ont une obsession entre eux s'ils veulent survivre, c'est créer une alliance. Et ils appelaient ça diathéké, l'alliance des valeurs et des rites qui n'annule pas les alliances précédentes, mais qui les renforce. Merci.